Bonjour, bienvenue à vos 2 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. On va parler d'enquête publique dans quelques secondes, mais tout de suite, les actualités nombreuses de la semaine. Le Conseil constitutionnel a validé la suppression des régimes de temps de travail dérogatoires dans la fonction publique. Ben oui, c'est bien les 1607 heures pour tout le monde. On s'y attendait. Un décret a été publié sur la formation des agents publics. Une cour administrative d'appel nous confirme que le supérieur hiérarchique direct ne peut pas faire de nouvelles observations après la signature de compte rendu d'entretien professionnel. Oui. Et le Conseil d'État valide l'inéligibilité aux comités sociaux territoriaux des agents qui sont en congé de maladie du fait d'affections graves. Et puis 2 circulaires sur les prestations interministérielles, donc côté État, d'action sociale à réglementation commune. Un décret a élargi le régime du congé de proche aidant. Agent toujours, mais cette fois-ci agent public, qui serait en même temps sapeur-pompier volontaire. Que se passe-t-il s'ils ont un accident ou une maladie? Réponse Conseil d'État, 27 juillet 2022. Sapeur-pompier volontaire toujours. Il y a eu une réforme par 2 arrêtés de toutes les instances consultatives aux différents échelons territoriaux. Et puis en matière d'élections municipales, comité syndical, conseil communautaire, conseil métropolitain, conseil départemental, conseil régional, et ben là on a un formalisme souple. La souplesse de ce formalisme est confirmée par un arrêt du Conseil d'État, 22 juillet 2022, qui a même été jusqu'à admettre des bulletins manuscrits, alors que d'autres décisions dans le passé ont pu être plus strictes sur ce point. La question se pose surtout quand on panache en fait un pré-imprimé et manuscrit. Donc souplesse, mais appréciation cas par cas. Grosse actualité également en droit des contrats, avec un arrêt Flowbirds intéressant sur la notion de candidat évincé suffisamment lésé pour pouvoir faire un recours Tarn-et-Garonne. La Cour de justice de l'Union européenne qui assouplit un peu les règles en cas de dépassement des maxima en accord cadre. Évidemment, quand cet arrêt est sorti, tout le monde a réagi en disant « Attendez, il y a quelques mois, on nous censurait tous nos accords cadres et marchés subséquents quand il n'y avait pas eu de plafond, mais maintenant on nous dit que quand on dépasse le plafond, ce n'est qu'un péché véniel. » Bah oui. En matière de contrat toujours, le juge a reformulé ce qu'est la sanction d'un candidat qui méconnaît le règlement de consultation. Un peu moins de 3 semaines vous sont laissées, nous sont laissés à tous, pour donner notre avis sur le projet de décret sur les autorisations d'exploitation commerciale, donc l'aménagement commercial, qui ne peut plus se faire, quand le décret sera paru, ne pourra plus se faire avec une nouvelle artificialisation. Que se passe-t-il si un juge d'appel censure un jugement en urbanisme, alors que ce jugement avait lui prévu des mesures de régularisation qui ont lieu entre-temps? Réponse Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juillet 2022. La loi séparatisme a dit que quand j'avais un édifice cultuel devant donner lieu à autorisation d'urbanisme, il fallait saisir le préfet pour avis simple. L'ACA de Versailles avait donné un mode d'emploi très rigide sur ce point. Le Conseil d'État a censuré cette position en disant que non, cet avis du préfet ne s'impose que quand j'ai une création, un édifice affecté au culte, oui bien sûr, ou une extension significative. Un arrêt important du Conseil d'État, rendu en section, élargit encore un peu plus la possibilité de faire évaluer un projet en sollicitant un permis de construire modificatif. Mais ce n'est qu'un seul des 2 apports de cet arrêt, car cet arrêt est important aussi en droit du contentieux administratif général sur la notion d'affaire en l'état d'être jugé. Notion qui est utile ensuite pour des clôtures à effet différé, pour schématiser. Le Conseil d'État admet que ça puisse se faire même quand il n'y a pas eu de mémoire en défense de fait, mais il faudra évidemment qu'il y ait eu dans ce cas-là un délai suffisant pour qu'il y ait encore quand même un minimum de contractoire et le temps raisonnable pour que la partie défenderesse puisse produire. Le Conseil d'État, par une décision du 27 juillet 2022, affine un petit peu ce qu'était son mode d'emploi de 2005 et de 2017 sur les référés, expertises ou instructions considérées comme inutiles et à ce titre pouvant être rejetées. Et puis, autre décision intéressante du Conseil d'État qui nous dit que finalement, non, il n'y a pas d'obligation pour Légifrance d'avoir l'intégralité des arrêtés préfectoraux à caractère réglementaire. Alors vous allez me dire, oui. Oui, sauf que quand vous regardez le décret sur Légifrance, il y avait l'obligation de mettre tous les actes de l'État à caractère réglementaire. Et pour éviter cette contrainte, le Conseil d'État était obligé quand même de faire un double salto arrière dans son raisonnement, me semble-t-il. Mais le résultat est là et ça nous prouve la capacité créative du Conseil d'État à bâtir ces syllogismes.
En matière d'intercommunalité, est-ce qu'il est constitutionnel que la dotation d'intercommunalité soit pour partie péréquatrice? En clair, si je suis une communauté de communes très riche, est-ce qu'on peut me donner un petit peu moins d'argent? Réponse, oui, nous dit le juge. Et puis, beaucoup de mini-brèves cette semaine, que voici, et que voilà, et que voici encore, et que voilà encore. N'hésitez pas à mettre sur pause. Abordons maintenant notre grand dossier, enquête publique, quelques aspects pratiques. Plus de 5000 enquêtes publiques sont organisées chaque année, même si un certain nombre de régimes ont été exonérés d'enquête récemment. C'est une procédure de participation qui se distingue, comme vous le savez, de la concertation, de la mise à disposition ou autre. On a le commissaire enquêteur qui va formuler des observations, ok, et les vices de procédure en matière d'enquête publique sont un peu moins dirimants qu'avant l'arrêt, évidemment, d'Anthony du 23 décembre 2011. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on est obligé de continuer à faire attention. On continue à voir des censures parce qu'il y a eu un problème au stade de l'affichage ou au stade de la complétude du dossier, etc. Moins qu'avant, mais quand même. À apprécier au cas par cas. Il faut continuer à faire bien attention quand même à se coordonner avec le commissaire enquêteur, à faire des dossiers complets, à suivre quand même les affichages, la présence dans les moments qui étaient prévus du commissaire enquêteur. Faire attention aux arrachages de pages. On continue à voir des gens qui viennent regarder, qui arrachent 2-3 documents et puis Lucie déboule 15 minutes après pour constater qu'il manque des pages. Elles viennent d'être arrachées, mais si la personne n'a pas été prise sur le fait, ça peut continuer malheureusement parfois à avoir des conséquences. Mais beaucoup moins qu'avant 2011. Débattus également sont les régimes d'une part de choix et de radiation des commissaires enquêteurs, Conseil d'État le 7 février 2022, et le régime d'irresponsabilité de l'État en cas de faute commise par le commissaire enquêteur. Et puis il y a toute une série de réformes récentes, de publicités propres aux enquêtes publiques, plus ou moins importantes, mais surtout un projet assez lourd de passer de plus en plus vers des enquêtes publiques purement par voie électronique, ce qui est évidemment très débattu. Un des enjeux également est de rendre les enquêtes publiques plus vivantes. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à 2 experts. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Bonjour maître. Madame la Présidente, quels sont les conseils que vous prodiguez pour qu'une enquête publique soit sécurisée en droit? Déjà, dans la mesure du possible, à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs et de manière générale, on préconise de demander une désignation du commissaire enquêteur assez en amont, de ne pas attendre le dernier moment, parce que le commissaire enquêteur va permettre va conseiller l'autorité organisatrice et le porteur de projet sur les éléments liés à l'enquête. C'est lui qui va la conduire, donc il la connaît bien. Donc le premier conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour demander la désignation du commissaire enquêteur. Ça peut largement s'anticiper. Le deuxième conseil, c'est de bien faire attention sur la composition des dossiers qui vont être soumis à l'enquête et notamment aussi quand vous savez que l'enquête va être dématérialisée et que vous aurez du coup des supports qui vont être mis en ligne. Alors il y a plusieurs points d'écueil qu'on a souvent relevés et qui, sur la forme, génèrent du contentieux. C'est que parfois on ne retrouve pas les mêmes éléments disponibles dans les lieux de permanence, souvent les mairies, et en ligne. Donc là, une attention particulière, je pense, doit être portée pour qu'on ait exactement les mêmes documents. C'est très simple, c'est de bien regarder les numéros de version, de vérifier aussi qu'à l'impression, il n'y ait pas eu de difficulté ou de saut de page, et puis d'avoir quand même du coup des formats qui soient lisibles, que ça soit au format du coup papier ou au format dématérialisé. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement en enquête publique, une divergence entre les dossiers. Alors, si le commissaire enquêteur, et c'est aussi son rôle, le voit assez en amont, il va pouvoir faire les corrections nécessaires ou demander les corrections nécessaires. S'il s'en aperçoit en cours d'enquête, il va aussi pouvoir faire en sorte de rattraper la chose et éventuellement de prolonger la durée de l'enquête. En matière de publicité aussi, là, il faut être assez vigilant parce que les différents textes qui régissent l'enquête publique préconisent des délais, prescrivent des délais. Donc, sur les publicités réglementaires, en amont et dans les premiers jours de l'enquête, là aussi, il faut faire bien attention à ce que tout le formalisme nécessaire ait été respecté. Et Nicolas, un bref conseil juridique complémentaire? Ce qu'on peut recommander comme conseils généraux, c'est au cours de l'enquête publique, c'est de donner toutes les informations nécessaires pour que le commissaire enquêteur puisse appréhender le dossier d'une façon complète et après le laisser travailler au cours de l'enquête publique, dialoguer avec la population, assurer ses permanences
et faire son rapport avec ses différentes observations. Le problème souvent, c'est qu'il peut arriver que l'on se retrouve avec un rapport insuffisant. Et il ne faut pas que ça plante toute la procédure. Que faire en pareil cas? Là, il faut être vigilant parce que juridiquement, le Code de l'environnement et la jurisprudence exigent qu'un rapport du commissaire enquêteur doit contenir une analyse de l'opération avec son avis, mais une analyse personnelle. Et il peut arriver que parfois, quelques rapports de commissaires enquêteurs sont laconiques sur ce point. Si c'est le cas, si un rapport montre qu'il ne contient pas réellement l'analyse personnelle du commissaire enquêteur du dossier, l'erreur à ne pas commettre, c'est de continuer la procédure, puisque cette lacune est susceptible d'entacher toute la procédure et l'acte final qui sera adopté d'irrégularité. Ce qu'il faut faire, si on a un doute sur la complétude du rapport du commissaire enquêteur, c'est de se tourner vers le tribunal administratif qui l'a désigné, car le magistrat en charge des enquêtes publiques peut, s'il estime qu'effectivement le rapport du commissaire enquêteur est incomplet sur certains éléments, peut demander au commissaire enquêteur de compléter sa copie pour qu'on ait au dossier un rapport complet. Et Madame la Présidente, revenons à vous. Quelles sont vos recommandations et pistes de travail pour rendre plus vivantes ces enquêtes publiques, ce qui est quand même important dans la relation à l'habitant, et aussi pour que ça ne soit pas que les râleurs qui s'expriment? Déjà, aux porteurs de projets, j'aurais envie de dire qu'il faut adapter aujourd'hui les dossiers qui sont soumis au public. La plupart du temps, le dossier qui est soumis à enquête publique, c'est un dossier technique à l'attention des services instructeurs, souvent de l'État. Et c'est très différent finalement d'un dossier plus communicant qui pourrait être fait pour le public. Alors en effet, il y a un certain nombre de pièces qui sont obligatoires et qu'on va retrouver dans le dossier d'enquête publique. Mais j'attacherai une importance particulière à ce que sur la forme, ça soit rendu très accessible avec des mots simples, des schémas et un résumé non technique aussi, quand il y a une évaluation environnementale, un résumé non technique très abordable par le public et qui ne soit pas un simple copier-coller d'éléments de l'évaluation environnementale. Donc aux autorités organisatrices, là j'aurais tendance à dire, adapter, la publicité, au territoire et aux enjeux de l'enquête. Ça se fait en concertation avec le commissaire enquêteur. Mais aujourd'hui, on voit bien que la publicité réglementaire, donc les insertions en annonce légale ou les affichages sur le terrain, d'avis d'enquête publique standardisés, ne touchent pas suffisamment la population. Et dans les territoires, on voit qu'il y a des modalités de publicité qui peuvent être beaucoup plus pertinents, des insertions dans un bulletin municipal, des élus qui touchent leurs administrés par SMS, des affiches, qui sortent de l'affiche d'enquête publique classique et qui vont montrer, exactement les enjeux. Par exemple, je me souviens d'une enquête publique, qui avait touché beaucoup plus le public, sur un problème de risque inondation, non pas en inscrivant enquête publique sur le plan de prévention des risques inondations, mais bien en ayant une affiche assez parlante affichée dans les pharmacies, par exemple, qui montrait des terrains inondés. Et là, ça parle tout de suite au public en termes d'enjeux. Donc, adapter les publicités au territoire et aux enjeux. Et aux commissaires enquêteurs, nous, à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, on leur dit d'aller davantage vers le public, de diversifier les formes et les lieux de permanence. Dans les lieux de permanence, on reste encore trop souvent assis dans le fond des mairies. Il faut absolument que le commissaire enquêteur sorte et propose aux autorités organisatrices de tenir des permanences sur des lieux de vie, sur des marchés, près de supermarchés, sur des lieux de vacances. Et du coup, aller vers les personnes plutôt que se dire je vais attendre qu'elles viennent me consulter. De la même façon, sur les formes qu'on peut offrir au public pour s'exprimer, la dématérialisation, en effet, elle offre des choses supplémentaires. Et on a expérimenté ça d'ailleurs pendant la crise sanitaire, on a expérimenté ce qu'on appelle les visiopermanences. Et du coup, la possibilité pour le public à d'autres heures, bien souvent, d'avoir un entretien avec le commissaire enquêteur de façon dématérialisée. Bien sûr aussi, on préconise d'organiser des réunions d'information qui peuvent être des temps d'échange importants et plus vivants souvent, parce que collectif. Et in fine, aux autorités, qui vont prendre la décision à la fin du processus, on a envie de leur dire: «Mais allez plus vers le rendre compte». À la fin du processus, rendre compte, c'est-à-dire dire comment la participation du public a influé sur la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore assez peu, mais je pense que ça garantira plus de transparence et l'assurance au public d'être écouté, d'être pris en compte. Et je pense que déjà cet ensemble de choses qui sont des choses finalement assez simples,
où on n'a pas forcément aujourd'hui besoin de modifier les textes pour les mettre en place. C'est des choses qu'on porte et en lesquelles je crois. Bah, merci à tous les deux. Au revoir. Merci beaucoup, Au revoir. Maître. À bientôt. Et merci à vous. À bientôt, dans un mois, début septembre, pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.